Ceci n'est pas une pipe, mais ceci est l'Ultimate Drip Tip. Je m'appelle Anthony Mercatante, j'ai 37 ans, j'étais il y a encore quelques temps de ça connu sous le pseudo Altmenorg lorsque j'étais membre du forum e-cigarette, et aujourd'hui je suis le gérant de la société Espace Vape. Il est assez classique, première cigarette à 14 ans parce qu'il faut bien essayer. Comme à 14 ans on est plus intelligent qu'à 17, on trouve pas ça bon, on n'y revient pas. Puis à 17 on devient un peu idiot parce qu'on se rappelle que c'est pas bon, mais on réessaye. Puis c'est toujours pas bon, mais on en reprend une deuxième, puis c'est vraiment pas bon, on est malade, mais on en prend une troisième. C'est la période où on est franchement un peu, on va rester poli, idiot. Et puis engrenage, pas d'argent de poche, on taxe, à 18 ans, on passe le bac, on s'offre un paquet dans le dos des parents, à 19 ans, on chope un boulot étudiant, on a un peu d'argent, alors on commence à s'acheter des paquets, et puis on sort la clope, alors papa, maman s'en rendent compte, donc du coup on n'a plus de raison de se retenir, donc on fume plus puisqu'on a le droit. Et puis engrenage, grosse dépendance, un paquet et demi par jour, beaucoup de travail, j'ai toujours beaucoup travaillé, je suis plutôt un bosseur, donc un buveur de café, gros fumeur, couplé avec un maniaque de boulot. Blague de l'année, quand j'annonce que je vais essayer d'arrêter de fumer, ça fait marrer tout le monde, on boit un coup pour fêter ça, et puis j'en reprends une parce que je peux pas. J'avais arrêté de fumer depuis 3 mois à peu près, quand j'ai eu ma première petite fille, bonne résolution. Donc là, un peu plus motivé que d'habitude quand même, j'ai tenu 3 mois et puis j'ai senti que j'allais reprendre, qu'il me manquait quelque chose dans ma vie pour être bien. Donc j'en ai parlé à mon épouse et je lui ai dit écoute, il y a un truc, ça s'appelle cigarette électronique, ça fait pas très longtemps que c'est là, j'ai vu ça au bureau de tabac, je vais essayer. Et j'ai testé, ça marchait pas bien, c'était pas un produit qui me satisfaisait, mais j'ai senti qu'il y avait du potentiel si j'arrivais à avoir quelque chose qui marchait mieux que le modèle que j'avais eu, c'était un modèle jetable. Et du coup, inscription sur les forums, j'ai commencé à creuser, j'ai acheté une KR 808 pour commencer, et puis 2 mois plus tard j'étais sur Provari, et là j'avais trouvé quelque chose qui m'allait bien. J'ai jamais fumé et vapoté en même temps. J'ai arrêté la cigarette, j'ai senti que j'allais reprendre, je me suis mis à la cigarette électronique à la place et j'ai jamais refumé depuis. Aujourd'hui, j'ai la conviction que, je ne sais pas si j'arrêterai de vaper un jour, mais j'ai la conviction que je ne retournerai pas à la cigarette parce que cette alternative me donne plus que ce que la cigarette me donnait, et j'ai pas l'impression d'y perdre grand chose. Le grand truc du moment, c'était les cartes au tank. Les cartes au tank, on perçait son tank en mettant le carto dans un annuaire avec un clou, tout ça. Ça marchait assez bien. Et est arrivé un mot qui sonnait beau en plus dans mes oreilles, Genesis. C'était beau, c'était joli. C'était un concept d'atto reconstructible, c'était plus une technologie, parce qu'il n'y avait pas un modèle particulier, qui donnait apparemment des performances de fou, mais les gens étaient super contents que ça marchait mieux que tout ce qui existait, mais personne n'arrivait à le faire fonctionner de manière fiable. Moi je faisais partie des topics, je suivais parce que j'étais un peu mordu du sujet, et je me suis dit, bon, les gars ils disaient tous, ouais je le monte, alors un jour ça marche, un jour ça marche pas, je me prends des courts-circuits, parce que le principe c'est qu'on met un fil résistif autour d'une mèche en acier, et il faut pas que ce soit conducteur entre les deux, donc il faut réussir à créer une isolation, et le procédé il était pas fiable, alors chacun y allait de sa petite théorie, moi je trempe, je chauffe, je retrempe, je fais ci, je ça, et moi je me suis dit, bon, à un moment donné, ça marche. Pour certains, ça marche pas. Des fois, je le fais. Des fois, je le fais, ça marche. Des fois, je le fais, ça marche pas. Il doit bien y avoir un moyen de faire une recette, un truc fiable. Si on arrive à protocoliser le montage, j'ai dit bon les gars, je me donne 15 jours. Je fais que ça pendant 15 jours. J'essaie d'arriver avec une recette dans 15 jours. Et au bout de 15 jours, j'ai sorti une vidéo. Alors bon, c'était pas très bien filmé. Le son était dégueulasse. Il y avait de l'écho. J'ai filmé ça. Ma fille dormait dans la pièce à côté en chuchotant, en expliquant comment je faisais. C'était très mal fait, mais le résultat était très bon. C'est-à-dire que tous ceux qui ont vu cette vidéo disaient ça y est, le Genesis, j'arrive à le faire marcher. Et donc du coup les gens m'ont commencé à me solliciter avec des problèmes qu'ils avaient sur d'autres matos, etc. Comme j'aime bien chercher, j'ai cherché. Des fois je trouve pas, hein. Je suis loin de toujours trouver la solution à mes problèmes. Mais du coup ça a commencé à m'apporter une certaine popularité, crédibilité, je sais pas comment appeler ça. En gros, les gens attendaient pas mal d'avoir mon avis sur un atto, puisque je faisais partie des quelques pionniers qui testaient ces produits. Et de fil en aiguille, j'ai décidé de faire des revues de matériel. J'en ai pas fait beaucoup parce que très rapidement le projet Espace Vape est arrivé, donc j'ai fait 4 revues, 3-4. L'essentiel des vidéos, c'était des vidéos techniques sur comment faire marcher les produits qui marchent mal en fait.
Et puis j'ai tout arrêté et j'ai repris le concept en fait comme de ces fameuses vidéos comme comme structure pour la boutique. Je savais que ma chaîne YouTube, ça tournait pas mal à l'époque, je convertissais tous les gens autour de moi à l'iSig. J'étais pas du tout commerçant dans l'âme, mais tout le monde dans mon entourage m'a dit écoute, t'en as pas marre d'envoyer tous les gens que tu croises sur les boutiques des concurrents, monte la tienne. Donc j'ai lancé SpaceVap comme ça. Donc du jour au lendemain, je me suis mis à envoyer sur les forums, j'ai bossé pendant 8-9 mois à essayer déjà de réfléchir à ce que je voulais faire, le projet de la boutique, parce que être une nouvelle boutique qui vendait la même chose que les autres n'avait pas beaucoup d'intérêt. Moi j'étais très technique, intéressé par la technique, les atos reconstructibles, ce genre de choses. Donc j'ai essayé de faire une boutique un peu dédiée à ça, en essayant d'apporter une forte expertise, des conseils vidéo, puisque les gens me connaissaient pour ça. Donc d'essayer d'être une boutique qui amène un peu plus qu'un simple point de vente en fait. D'ailleurs, les vidéos ne sont pas en accès que aux gens qui achètent les produits, c'est des choses que j'aurais pu mettre en place. Tu achètes le produit, tu as accès à la vidéo. Non, tout est accès à tout le monde. Il y a des gens qui voient la vidéo, qui vont acheter ailleurs. Bah, tant mieux s'ils trouvent un produit semblable ou le même ailleurs moins cher. C'est très bien. L'objectif, il est d'accompagner les vapoteurs dans l'usage de leurs produits, d'essayer d'être le plus responsable, le plus sérieux possible. Il y avait des choses à faire. Il n'y avait pas beaucoup de boutiques justement à l'époque qui étaient capable de faire de l'accompagnement utilisateur sur des produits un peu techniques, etc. Il y en a beaucoup aujourd'hui, tout le monde le fait, moi, mais pas que moi, on est très nombreux sur le marché à vendre ces produits et à savoir faire des choses avec. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Donc j'avais une envie de changement, j'ai eu l'impression qu'il y avait une bonne idée à creuser ici, donc ça s'est fait comme ça. On a du matériel classique, des kits Ego, etc. Et on va jusqu'à des setups beaucoup plus chers. Mais en essayant d'apporter un maximum d'informations aux gens, on fait de la vente enrichie, on va dire, c'est-à-dire toutes les notices sont en français, on essaie de faire des vidéos sur tous les produits qui justifient d'avoir une vidéo pour que les gens ne se retrouvent pas justement dans cette fameuse situation à aller chercher sur un forum comment on monte ça et le coton on met où, etc. On ne dit pas que la solution qu'on propose pour les gens est la meilleure, mais en tout cas on essaie de leur donner le produit avec le manuel le plus qualitatif possible, donc c'est beaucoup de vidéos. On en a, je sais pas, des vidéos produits sur la boutique, on va en avoir plus de 80, ce qui est quand même assez énorme. Il y a à peu près toutes les vidéos, tous les produits intéressants ou une vidéo, ou au moins un lien vers une vidéo d'un produit correspondant qui se montre pareil. Qu'est-ce que c'est d'autre? C'est une boutique de passionnés qui essaie de mettre au point ses liquides. On a notre propre gamme, on en a 3 aujourd'hui, bientôt 5. On va s'arrêter après les 5 pour savoir ce qu'on fait après, parce qu'il faut pas une fois qu'on a fait le tour d'un sujet, encore une fois, il faut passer à autre chose. C'est pas moi qui les mets au point, c'est plus moi en tout cas, je suis loin de tout faire tout seul. Aujourd'hui, c'est les gars qui bossent pour nous qui les font, qui les mettent au point, etc. Donc SpaceVap, c'est Charlie, c'est Lies, c'est Bastien et c'est Malcolm. Malcolm est d'ailleurs un reviewer assez connu sous le nom du Vapologue, qui a rejoint l'équipe il n'y a pas très longtemps. Et voilà, c'est une bande de jeunes qui se font quand même pas mal la gueule. Il n'y a pas beaucoup de produits dans l'histoire de l'humanité qui a dérangé autant de personnes puissantes en même temps. C'est assez impressionnant. Mais je vois un parallèle qu'on pourrait faire sur la révolution qu'il y a eu dans le domaine du numérique, du film, du média, il y a une dizaine d'années. Malgré tous les moyens qu'ont essayé de mettre en place les industries qui ont voulu continuer à vendre du CD, ils n'ont pas pu tuer le numérique. C'était une évolution logique, je pense. Moi, je vois là ici comme la même évolution logique. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que en gros, on nous fait très peur en nous expliquant que ça va s'arrêter pour que quand on va juste mettre un bon gros couvert sur la marmite, on dise ok, très bien, on a au moins sauvé les meubles. Je vois un peu les choses comme ça. Ça va passer par de la régulation, de la législation. Alors bon, si c'est de la taxation, c'est pas moi de dire que c'est bien ou pas bien. Personnellement, je préférerais que non, puisque aux dernières nouvelles et jusqu'à preuve du contraire, c'est pas considéré comme toxique ou dangereux aujourd'hui. Et les études, quand même, il commence à y en avoir un paquet. Enfin, en cherchant un petit peu, c'est pas un universitaire au fin fond de l'Australie qui a dit que il y a des piles de documents et il y a rien. Donc, au bout d'un moment, la calomnie médiatique devra s'effacer face au bon sens, parce qu'on est quand même dans un monde où il y a Internet, où il y a des contre-pouvoirs forts aujourd'hui. Donc je suis assez optimiste vis-à-vis de ça. Par contre, je pense que les gros lobbies puissants qui ont tout à perdre vont mettre énormément de moyens en place pour récupérer la plus grosse part du gâteau qu'ils peuvent récupérer, ce qui est quelque part un peu logique, et qu'on voit qu'au final, dans le domaine par exemple de la musique, du MP3, ceux qui ont été les plus gros critiques de tout ça, en disant non, le CD c'est vachement bien, machin, les DRM, sans les DRM on va mourir, etc. Aujourd'hui se sont rentrés dans le moule et c'est également les plus gros vendeurs de musique en ligne. Je ne suis pas inquiet pour l'avenir de l'iSig.
Par contre, l'avenir de l'e-cigarette telle qu'elle existe aujourd'hui, ouais, ça va changer. Ça va changer, mais c'est nécessaire parce que on pourrait penser qu'il suffirait que l'ensemble des clients soient raisonnables et l'ensemble des vendeurs soient responsables pour qu'il n'y ait pas besoin de légiférer. Et Phil Busardo a dit quelque chose de très intelligent au dernier Vape Expo. Il a dit, pour le moment, il faut être professionnel, après on pourra s'amuser. Mais là, on est sous un microscope, donc on devrait être le plus professionnel possible. Je suis un partisan de cette théorie. Je pense qu'on n'échappera pas à la législation. Après, est-ce qu'on nous permettra d'exister ou pas? Je pense que oui. Je pense qu'il va falloir tous qu'on fasse des efforts, qu'on change certaines pratiques. Et j'espère que survivront les plus sérieux parce que ce sera les plus méritants. En tout cas, c'est ma vision des choses. C'est aller très vite. Sous l'impulsion de petits créateurs, des géotrouve-tout, des gars qui bricolent dans leur garage, etc. Et mon sentiment, c'est qu'on est un peu arrivé au bout du truc. Là, on voit depuis un an, il n'y a plus d'évolution majeure. Les modes mécaniques ont une conductivité aussi bonne que possible. Les atos envoient des quantités de vapeur. En 2 minutes, on peut en fumer une pièce de 20 mètres carrés tout seul. Ce qui était très difficile, même avec un gros cigare, quand même. Donc on est à un niveau de performance qui frôle le démentiel. L'évolution du matériel, je pense qu'elle ne pourra plus se faire, en tout cas pas de manière... Il y aura des petites évolutions, là, il y a des nouvelles fibres, des nouveaux matériaux qui changent, la base reste la même. S'il doit y avoir une vraie évolution du matériel dans l'e-cigarette, ça en passera par la case industrielle avec des gros acteurs qui ont énormément de moyens, parce qu'on ne pourra plus, avec des moyens d'ateliers de PME, révolutionner le marché. La révolution, elle est arrivée avec le Provari dans le monde des modes. On a changé le voltage variable par le wattage variable, on a gagné 1 cm sur la longueur, mais la base, elle était posée. Voilà, il y a eu la cigarette Ego, l'e-cig Ego, il y a eu le Provari, il y a eu dans les atos reconstructibles le Kefen, qui a posé la chapelle, crac, c'est comme ça que c'est fait pour que ça marche bien. Et depuis, on améliore d'un pouillème de ci, mais globalement, des produits qui ont vraiment apporté une grosse avancée, il n'y en a pas eu beaucoup, parce que je pense qu'il n'y a pas 1 million de choses à faire. Enfin, aujourd'hui, à part gagner en compacité, gagner en autonomie, mais gagner en autonomie, ça demande de mettre au point un nouveau type de batterie, ça demande des compétences en chimie, changer complètement, s'affranchir du fil résistif par exemple. S'affranchir du fil résistif, ça veut dire avoir une fonderie, trouver des nouveaux alliages, passer sur de l'induction, des choses vachement plus complexes. C'est plus à la portée de toute petite société. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des produits de plus en plus beaux, gravés, haut de gamme, on vire à la joaillerie, parce que ça, effectivement, un mec dans son cabanon avec du talent peut faire une pièce magnifique. Mais il ne pourra pas enclencher une révolution industrielle. Ça fait 40 ans qu'on entend dire il faut faire baisser le nombre de fumeurs. On a tout tenté, pardon. Des campagnes de pub, etc. Des paquets qui disent vous allez crever, etc. Enfin, on a ostracisé le fumeur pour le pousser à arrêter. Ça n'a jamais marché. Pour la première fois, dans les 3 grands pays de la vape, les pays qui ont vraiment un marché de masse aujourd'hui, il y a la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. Ça marche dans plein de pays, mais dans ces 3-là, il y a vraiment, on arrive sur du marché de masse. Pour la première fois en 2013, la consommation de tabac a baissé dans des proportions significatives. On parle de 5, 6, 7, 8%. Et tout le monde est en panique. C'est assez rigolo, ça demande un peu l'espèce d'hypocrisie générale de ce système. L'objectif c'est ça, et puis quand on y arrive, tout le monde est ah, ça va pas. Bah si, c'est très bien. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils tentent d'endiguer le phénomène, parce que je serais à leur place, je ferais la même chose. Eux, c'est leur gagne-pain. Bon, après, moi je les considère personnellement comme étant des marchands de mort. Le fait est que eux, de leur point de vue, c'est des marchands. Donc ils défendent leur business. Ça, je le comprends. Ils tentent d'endiguer et je pense qu'ils vont essayer de récupérer le marché, mais sous une manière beaucoup plus contrôlée. C'est-à-dire que Nestlé n'est pas franchement un fan de la machine où on peut mettre son propre café, tout faire bien. Non, ils veulent te vendre leur café dans leur machin, etc. Je pense que l'industrie du tabac va tenter d'endiguer au maximum le côté artisanal, le côté j'ai la main, je maîtrise ce que je fais, je suis aux commandes de l'usage que j'ai de mon produit, pour en faire des Nespresso à vapote, voire carrément supprimer changer le composé. Je les vois tout à fait capables de réussir à s'affranchir du propylène-glycol, de la glycérine. Eux ont les moyens d'aller justement chercher, eux ont des moyens en chimie qu'on n'a pas, ont des moyens titanesques en termes de R&D, et ils sont capables de sortir un produit qui sera
d'un point de vue purement association de consommateurs, un nouveau moyen d'enfermer quelqu'un dans quelque chose qui n'est pas bon, mais d'un point de vue technique potentiellement beaucoup plus qualitatif, c'est-à-dire avec une bien meilleure production de vapeur, avec une bien moins grande consommation. Peut-être qu'ils arriveront à faire un produit qui est beaucoup plus petit, beaucoup plus performant, peut-être qu'ils n'y arriveront pas, mais en tout cas, ils ont les moyens de faire mal. Je suis pas grand-chose pour savoir ce qui se passe dans leur labo. Comme je connais quand même pas mal de monde dans ce marché, je sais qu'il se passe des choses. En gros, il y a des centaines de personnes aujourd'hui qui font de la R&D, de la recherche, du développement de matériel chez les gros fabricants de tabac. Donc quelque part, ça veut dire que c'est bien, parce que comme c'est eux qui sont un peu aux commandes de ce qui se passe en arrière-plan, si eux préparent leurs produits, ça veut dire qu'il ne sera pas interdit. Du coup, ça c'était une petite lueur d'espoir. Le problème, c'est que s'ils préparent leurs produits, est-ce qu'ils vont rendre notre matériel obsolète? Est-ce qu'ils vont réussir à imposer un cahier des charges suffisamment technique avec une autorisation de mise sur le marché, ce qui fait que tous les petits ne pouvant pas suivre vont mourir? C'est possible, c'est une option. C'est pas celle que je souhaite, mais c'est une option. Clone, moi j'ai regardé dans le dictionnaire, ça n'existe pas. Clone, c'est génétique. C'est le seul domaine dans lequel le terme clone a une existence réelle, c'est la génétique. C'est une copie parfaite. J'aime pas ce terme parce que j'ai fait, comme tout le monde, au début évidemment, je l'ai employé, etc., un peu à tort et à travers, mais au bout du compte, si on réfléchit bien, clone, ça fait moins grave. Contrefaçon, ça fait peur aux gens. Les gens savent ce que c'est que la contrefaçon. Là, on est sur le domaine de l'éthique. Est-ce qu'il est bien ou pas de piquer l'idée de quelqu'un et de jouer avec les limites de la loi pour... ça dépend de quel point de vue on se place, et honnêtement, l'éthique a ceci de compliqué qu'elle est personnelle à chaque individu. La loi, c'est la même pour tout le monde. Donc la contrefaçon, il y a moyen de se mettre d'accord sur la contrefaçon. Il y a une seule loi. Et en plus, elle est à peu près partout pareil sur la planète, la même. L'éthique, est-ce que c'est légitime ou pas de piquer l'idée de quelqu'un? À partir de quel moment une idée elle est revendicable, etc. Ça, c'est depuis la nuit des temps, le débat existe. Le fait est que le parasitisme commercial existe dans tous les niveaux de l'industrie depuis toujours. Le produit parasite le plus connu, c'est le Pepsi. Coca est arrivé, Monsieur Coca-Cola, avec une super recette. Et Pepsi lui a emboîté le pas, a fait sa version du produit quasiment pareil, bon ok, chez les puristes de l'un de l'autre, globalement voilà, et on retrouve ça. On retrouve ça par exemple avec l'Ithaca, le Magou. Le produit il reprend pas la marque, il reprend pas le nom, il est extrêmement proche, il reprend une grosse partie des concepts, mais fondamentalement il ne viole pas de brevet industriel puisqu'il n'y a pas de brevet industriel de déposé, et que c'est pas certain qu'il y en ait de déposable, parce qu'un brevet industriel, il faut qu'il y ait un certain degré d'innovation, c'est assez subjectif tout ça. Par contre, on n'a jamais vu en France de produits en vente, on n'a jamais vu de magasins vendre du Coca-Cola by Epro. Coca-Cola clone by Epro. Si vous faites ça, vous mangez un procès en 2 secondes. Dans l'ICIG, il y a ce phénomène qui existe. Donc je mets de côté les produits que je considère... Alors, on a essayé à une époque avec mes copains des Vapomaniacs, David Nugwebs, etc., trouver une appellation qui nous a valu pas mal de colibés, on appelait ça les produits gris. En fait non, ils sont pas gris, ils sont blancs, c'est-à-dire que peu importe ce qu'on peut nous reprocher, à nous vendeurs, à nous reviewers d'en parler, ils sont légaux, point. Il n'y a pas à tergiverser, ils sont légaux. Le Magou c'est légal, voilà. Le Russian c'est légal. Curieusement, l'importateur officiel de Svomesto, le fabricant du Kefen d'origine en France, ne travaillait pas avec moi sur le Russian parce que je vendais le Russian et pas le Kefen et que c'était comme ça, mais il travaillait avec moi sur d'autres produits. C'est un des fournisseurs. Si je vendais de la contrefaçon des produits qui importent, il est clair que jamais il aurait travaillé avec moi. Curieusement, cette information-là a été vérifiable et personne ne s'en est rendu compte. Donc le fait est que Svomesto n'aime pas les produits. Allez parler de Pepsi chez Coca, vous vous faites taper dessus. Si vous revendez du Pepsi, vous n'avez pas le droit de revendre du Coca. Hein. Globalement, quand les grandes chaînes de restauration rapide signent un contrat avec Coca ou Pepsi, ils ne peuvent pas vendre les deux. C'est pas possible. Tu vends le produit concurrent, tu n'auras pas mes produits. C'est la même chose entre ces deux-là. C'est les mêmes principes qui s'appliquent. J'ai pas de problème avec ça. Aujourd'hui, je vends du Kefen, je vends plus le Russian, et je sais pas, je switcherai peut-être un jour. J'en sais rien. C'est légal. Et c'est pas ma définition de la loi, c'est la loi qui le dit, c'est vérifiable sur le site de l'INPI, sur Wikipédia, sur l'avocat, chez l'avocat spécialiste en droit des affaires que je consulte, qui analyse une grande partie des produits de mon catalogue, qui dit c'est légal. Voilà. Et après il y a la contrefaçon. Alors on y vient, désolé j'étais un peu long, mais on entend tellement n'importe quoi que je voulais vraiment être précis sur ce point. Et là, c'est la deuxième partie des clones. Donc moi je parle pas de clone, parce que clone c'est une boîte où on mélange deux choses qui n'ont rien à faire ensemble. Il y a les produits parasites, on est en droit de dire moi je boycotte ce produit parce que j'estime que c'est pas éthique. Très bien, pas de problème, n'achetez pas ces produits, mais ils sont légaux. Et il y a la contrefaçon, qui a en un an de temps pris des proportions qui sont dramatiques. C'est-à-dire,
Pour avoir eu l'occasion de discuter avec des douaniers, des gens de la DGCCRF, ils se tapent des barres de rire quand ils voient l'état du web français ou des boutiques. Ils n'ont jamais vu ça. C'est-à-dire des produits comme, par exemple, je ne l'ai pas sur moi, un Typhoon GT. En France, il y a 4 boutiques qui vendent l'original. Et un jour, j'ai fait le comptage pour le fun. J'en ai trouvé 60 qui vendaient le faux. Est-ce qu'on peut concevoir, transposons-nous dans un autre domaine, les sacs à main, par exemple. Il y a 4 boutiques en France qui ont l'exclusivité sur la distribution de sacs Vuitton ou Lancel. Et puis il y a 80 boutiques qui vendent du Vuitton by Ching Chang et puis du Lancel by Epro. Ces boutiques ne tiendraient pas une semaine en ligne. Pas une semaine. Dans l'ICIC, ça se fait. Pourquoi? Parce que les fabricants de ces produits haut de gamme, de qualité, sont de petites structures, pas encore professionnalisées. Ça sent bien. Beaucoup disent ouais, la guerre des clones a commencé. C'est pas la guerre des clones qui commence, c'est pas les vilains fabricants contre les gentils cloneurs ou l'inverse. C'est juste non, il y a des gens qui travaillent et puis qui se font voler le fruit de leur travail par d'autres et ils se défendent. Et en plus, on a l'impression que c'est mal. Enfin, moi, j'arrive pas à comprendre ça. Voilà. Très honnêtement, je fais un état du marché. On sait qu'il y a des lobbies qui essayent de récupérer une exclusivité de revente. C'est ça. Les buralistes disent, nous, on veut le revendre, on veut avoir l'exclu, c'est un produit du tabac, ce qui est complètement con, il n'y a rien à voir avec le tabac là-dedans, c'est plus proche d'un Walkman techniquement que d'une cigarette. Mais bon, admettons. Si 80% du marché est constitué de revendeurs peu scrupuleux, qui sont en violation de la loi, qui vont se faire défoncer par la DGCCRF et les douanes, c'est tendre le bâton pour lancer le message suivant. Regardez, nous les buralistes sommes des professionnels responsables qui respectons la loi en tout point. Et c'est vrai. On peut leur reprocher plein de choses. Ce sont d'honnêtes commerçants. Ils vendent dans les règles de l'art. Ce sont des commerçants qui respectent. Comment on peut concevoir ne pas être en train de scier la branche sur laquelle on est assis, de détruire ce marché de l'intérieur, alors que c'est clairement ce qui se passe. Enfin, moi, si demain je voulais attaquer là ici, je m'attaquerais au sujet de la contrefaçon. Le pain, il est béni, 80% du marché. J'exagère parce qu'il y a des acteurs sérieux et heureusement, heureusement, les plus gros sont les plus sérieux et ça, c'est très bien. Mais si le marché en arrive à être miné à 80%, il n'y a plus besoin de tergiverser. Est-ce qu'on va laisser les gens vendre librement la ICIG? Bah non, ils vendent n'importe quoi. Bon bah très bien, c'est légal? Non. Bah on interdit tout, crac, on donne le bébé à des gens qui savent ce que c'est travailler et qui sont capables de respecter la loi. C'est, je pense, une démarche suicidaire. Ce produit, il n'est pas totalement inoffensif, mais il se pose à une alternative à un produit qui est le plus gros serial killer de l'histoire de l'humanité. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Le tabac, c'est 73 000 morts par an en France. Je veux dire, j'ai pas envie de marquer un point Godwin, donc je ne ferai pas d'idéologie par rapport à des programmes d'épuration ethnique ou quoi, mais si on fait un bilan comptable de la mortalité dans l'histoire de l'humanité, il n'y a rien de pire que le tabac. Il n'y a rien de pire. Parce qu'en fait, ils ont essayé au début de dire oui, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Si on sait, c'est pas un problème. Ah merde. Oui, mais on ne sait pas à long terme. Si on commence à avoir des tests et des études, on sait, ça pose pas de problème. Ah bon, Marisol, démerde-toi. Voilà comment ça se passe. Hein. Je caricature, mais c'est un peu ça. Marisol, démerde-toi, trouve un angle d'attaque. Faut démonter le produit. Donc maintenant, là, c'est oui, elle l'a dit, oui, c'est beaucoup mieux de vapoter que fumer, mais ça évoque le fait de fumer. Bah oui, très bien. Donc interdisons aux alcooliques repentis de boire de l'eau à la bouteille alors, parce que potentiellement ça évoque le fait de boire une bière. Enfin, je veux dire, on en arrive à un degré de subjectivité, c'en est risible. Et le plus incroyable, c'est que des gens a priori intelligents, enfin, il semblerait qu'il faille quand même un QI légèrement plus élevé qu'une huître pour avoir le droit d'être ministre. Il semblerait qu'en tout cas, entre une ministre et une moule, on est censé avoir un certain nombre de neurones de différence. Et pourtant, dans les discours publics, on ne les voit pas, les neurones. Donc je ne comprends pas. Ça s'appelle la corruption, selon moi, ça s'appelle le conflit d'intérêts. Je me mets dans sa place, c'est pas simple parce que elle est censée apporter un message responsable et sa priorité, c'est censé être la responsabilité publique, la santé publique, sauf qu'on voit clairement qu'il y a des donneurs d'ordre derrière et qu'elle a un cahier des charges à respecter en termes de com. J'aimerais pas être à sa place, je pense pas que ce soit le mal absolu, je pense que c'est quelqu'un qui est bien dans la merde, voilà, pour parler un peu crûment. Là, sur ce sujet-là, je m'énerve, j'ai le droit, parce que tant pis. Pourquoi on demande à l'ICID d'être le produit le plus sain de l'histoire de l'humanité pour avoir le droit d'exister? Des produits toxiques, il y en a partout. On sait aujourd'hui que l'aspartame à haute dose, c'est pas bon, on n'interdit pas le coca. On sait que les pots d'échappement, ça tue des gens, on n'interdit pas les voitures. Les pots catalytiques, quand ils sont arrivés, ils n'étaient pas parfaits, parce qu'ils laissaient passer quand même des particules cancérigènes. Mais on a dit, ouais, mais c'est un progrès par rapport à avant. On va l'autoriser, et pire, on va même le rendre obligatoire.
Pour les pots catalytiques, on avait ça. Et là, on sort un produit qui est 1500, 2000, 3000 fois mieux que le produit d'avant. Et ça, ouais, mais est-ce que c'est totalement et absolument, extrêmement, totalement parfait? Non. Ah, bah alors non. C'est du foutage de gueule en barre. Voilà. Et ça passera pas. Ça passera pas parce que je crois au bon sens. Je crois au pouvoir d'Internet. Je crois en la désobéissance civile, je crois en la justice plus qu'en la politique. C'est pas rare que des tribunaux désavouent des lois d'État. Je pense que l'AICIG pourrait s'en sortir par un passage devant les tribunaux, parce que le droit à la légitime défense face à une industrie qui a fait tant de morts, tant de mal et qui a tant de pouvoir de nuisance, à un moment donné, ça peut résonner dans la tête d'un juge qui est a priori indépendant. En tout cas, je crois plus en l'indépendance de la justice qu'en l'indépendance des politiques. Peut-être que les tribunaux nous sauveront, en tout cas c'est ce que je souhaite. Voilà. C'est bien la vape et on a la possibilité de sauver des vies. Mais sérieusement, là c'est pas le commerçant qui parle. Je pense pas du bien de la cigarette électronique parce que j'ai envie d'en vendre. J'en vends parce que j'en pense du bien. Donc on peut sauver des vies. Ça peut être la prochaine très grosse... Il y a des produits comme ça qui changent la vie des gens pour toujours. On peut pas revenir en arrière. Il y a eu l'imprimerie, il y a eu Internet. Il y a eu le micro-ondes, il y a eu le GPS, mais il n'y en a pas 50 millions des produits qui ont eu cet impact sur les gens. L'AICIG est un de ces produits-là, je crois. Donc il appartient à chacun de préserver ça. Sérieusement. Voilà. Voilà. Bon, t'en es content, ton drip tip à 2000 € sinon? C'est ça, c'est l'ultimate drip tip clone made in Fastech. C'est bon ça? Ça c'est pas mal. Avec de véritables diamants en plastique et du laiton chromé effet or. C'est pas mal du tout. Ça décupe, tu redécouvres tes arômes et le hit est apaisé et tu as un peu plus de... Tu as une rondeur, tu as le côté psychologique de la vape, c'est ça aussi qui est bien.